s'est déroulé, comme tout le monde l'a noté, assez correctement le jour de l'élection. Mais bon, vous savez, une élection, c'est tout un processus. Il y a eu beaucoup de divergences entre les acteurs politiques qui ont été signalés avant. Et je pense que ça s'est répercuté après, juste après les élections. Et cela constitue quand même un point faible sur lequel tous les acteurs ont convenu qu'il faut revoir. Les citoyens ont montré une grande maturité et ont compris sûrement les enjeux que la carte peut faire la différence. Et je pense que l'enthousiasme des citoyens, notamment des jeunes et des femmes, pour aller voter tranquillement et retourner chez eux et attendre les résultats, a été quand même au rendez-vous. Et je pense que ça, c'est à saluer. Et toute la classe politique doit tirer les leçons de cette maturité, entre guillemets, des électeurs qu'il faut soutenir et renforcer. Maintenant, on a eu des couacs avant. On a eu aussi un manque de consensus et de dialogue qui a quand même faussé un tout petit peu la fête. Parce que, bon, vous savez, une élection, c'est des tensions, c'est une compétition. Mais lorsque les résultats sont donnés, le peuple est soulagé et on félicite celui qui a gagné et que ceux qui ont perdu retournent au travail et restent dans l'opposition pour essayer de convaincre. Et je pense que c'est des moments comme ça qu'on attend dans une démocratie et souvent c'est des moments de fête. Le lendemain des élections, et cette année on a vu que le lendemain était très dur, c'était triste c'était lié à la tension que certains qualifient à leur façon, mais nous pensons que la démocratie sénégalaise doit dépasser rapidement ces tensions et aller vers des élections beaucoup plus sereines pour que quand même, comme on dit toujours, que le meilleur gagne et celui qui a la confiance du peuple puisse gouverner tranquillement tout en restant dans une posture républicaine de rendre compte et que l'opposition puisse s'opposer correctement. Les médias jouent un rôle important. Vous l'avez vu dans la campagne, notamment les médias privés quand même cette année, ont essayé de faire plus que le service public, tant sur le plan de l'édification des citoyens par rapport au programme des candidats et aussi par rapport au débat. Il y a eu beaucoup de débats sur le processus, sur les candidats. Et ce qui a été intéressant cette fois-ci, tous les candidats avaient un programme et qui était mis sur la place publique et on a pu quand même débattre de fond. Et je pense que c'est quand même un point très important qu'il faut retenir et souligner, mais aussi essayer de développer. Maintenant, il y a eu des problèmes. Et ça, c'est des problèmes aussi structurels qui ont eu de l'impact pendant les élections. Et parmi ces problèmes, on a vu quand même que les médias, certains étaient très partisans, dans le sens où les propriétaires ont joué un rôle dans la scène publique. Lorsqu'on prend des grands groupes de presse qui étaient presque divisés et chacun des propriétaires était dans un camp, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de facile. Et ça s'est répercuté le jour J, au moment où les résultats étaient donnés. Et par le passé, les gens avaient confiance en ces médias. Et dès que les résultats commençaient à tomber, tout le monde était devant sa télé, son poste à l'oreille. Et les médias avaient quand même cette crédibilité d'être les sentinelles, entre autres. Et ça se passait très bien. Et avant d'aller, en fait, de se coucher, d'habitude, avant minuit, la tendance était claire. Et cette année, ça a été faussé. À un moment donné, il faut un peu plus de transparence dans l'appropriation des médias. Le public doit être beaucoup plus au courant. Et je pense que lorsque des acteurs politiques investissent dans les médias, à un moment donné, il y aura forcément conflit d'intérêts. Il faudra mettre tout sur la table. Parce qu'on ne peut pas être propriétaire des médias et actif dans la vie politique et être très partisan et s'attendre à ce que son média ne soit pas disqualifié, mais pointé du doigt. Et ça, moi, je pense que c'est déplorable parce que ça remet en question le travail formidable que les journalistes font. Parce que, bon, vous savez, lorsqu'on vous taxe de partisan, que ce soit une perception ou basée sur une réalité, ça affecte. Et c'est cette confiance que le public doit continuer à avoir dans les médias. Si cette confiance est rompue, ça veut dire que
le fonds de commerce des médias est remis en question. Et aussi, mais au-delà même des aspects financiers, l'aspect contrat social entre le média qui donne une information d'intérêt public et le public qui attend de ce. Donc, les gens chercheront d'autres alternatives pour s'informer. Et c'est ce qu'on a vu. Donc, on a parlé de guerre des chiffres, on a parlé d'ingérence indue de certains patrons de presse dans le quotidien de leurs organes. Et tout cela doit être posé sur la table. Donc, il nous faut, à partir de ces élections, revoir un peu le fonctionnement des médias, revoir un peu aussi les relations entre les pouvoirs publics et les médias. Et ça m'amène au point par rapport aux médias de service public. Beaucoup ont oublié la RTS, l'organe de service public, et le Soleil, parce que je pense que le combat s'était beaucoup focalisé entre certains grands groupes privés. Mais le service public doit jouer son rôle. C'est le service qui doit être plus à équidistance par rapport à tout. Parce que bon, c'est l'argent du contribuable, parce que c'est une mission de service public qui doit être déclinée. Et pendant les élections, on a vu que la RTS quand même a fait un minimum. Ça veut dire qu'on a donné aux candidats la parole, parce que c'est statutaire, parce que c'est une obligation légale, mais la RTS ne s'est pas donnée. Par exemple, pour faire des débats, pour faire des éclairages. Il y a eu beaucoup de publi-reportages. Pendant les journées, on a vu quand même une certaine faveur qui a été donnée aux candidats sortants et aux programmes, surtout sociaux, pendant les journées, pendant certaines heures. C'était aussi ça qui a été quelque chose à déplorer. Et dans tout ça, on n'a pas vu le régulateur. Le régulateur n'a pas pesé pendant ces élections, c'est-à-dire le Conseil de l'audiovisuel, qui devait quand même être l'arbitre, qui devait ajuster lorsqu'il y avait des rapages, qui devait aussi faire respecter les règles du jeu et aussi surtout le droit du public à être informé et informé vrai. On a vu que le régulateur était presque couché pendant ces élections. Lorsque les résultats sont contestés, c'est toujours quelque chose qui va porter un coup à la démocratie et à la cohésion. Parce que bon, vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, une élection, c'est une compétition. Et c'est le fair play. Lorsque les règles du jeu sont acceptées d'avance et qu'on perd, bon, on perd. Et lorsqu'on gagne aussi dans le fair play, mais bon, je pense que les uns et les autres avaient des arguments assez solides sur lesquels on ne peut pas aussi ne pas revenir. Et l'opposition a insisté sur un nombre de choses qui n'ont pas été en sa faveur, qui n'ont pas été bien faites. Mais le problème aussi, c'est que c'est après coup que ceci a été beaucoup plus prononcé. Il est vrai que pendant tout ce temps, on a entendu les préoccupations sur le parrainage, on a entendu les dénonciations que le Conseil constitutionnel ne serait pas équidistant. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses en même temps, pour une période très courte. Depuis l'année dernière, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements non consensuels, beaucoup de combats entre la loi sur le parrainage, un certain nombre de choses. Et je pense qu'à un moment donné, c'était tellement intense, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de souffle. Bon, après ces élections, bon, le président sortant a gagné. Il a appelé au dialogue. Et j'imagine que ce dialogue-là pourrait peut-être permettre de remettre beaucoup de choses sur la table, notamment l'initiative législative par rapport à des choses qui doivent être consensuelles, que lorsque des lois qui vont changer les règles du jeu, qui vont changer un peu le fonctionnement de l'État, que ce soit l'État avec le grand E, en fait toutes les structures de l'État, que ce soit le Parlement, que ce soit la justice, que ces règles puissent être discutées d'avance et que l'initiative ne soit pas seulement l'initiative de l'exécutif. Ça peut aussi venir des législateurs, ça peut venir aussi d'autres, qu'on essaye de... C'est à ce niveau aussi qu'il faut voir. La justice a été malmenée depuis des années et c'est très difficile en ce moment. Je pense que le crédit de confiance que la justice avait, en fait, a été réduit. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il faut une introspection. Il faut revoir aussi. Je pense que nous avons de bons juges, nous avons
une administration judiciaire qui fait son travail sur beaucoup de plans, mais aussi il faut reconnaître que quand même sur un certain nombre de choses, les attentes du public et aussi la perception n'est pas très positive. Et on ne peut pas dissocier la perception de la réalité. Parce que vous savez, comme l'adage le dit, justice doit être faite, mais elle doit être vue comme faite. Et cette justice transparente qui est là, qui donne les symboles de son indépendance, il n'y a rien de tel. Même si on est là, on se dit, oui, il y a le temps de la justice, il y a le temps nous ne sommes pas dans le temps du politique ou de l'action. La justice doit montrer des gages, doit montrer des actes clairs que son indépendance est garantie. Et aujourd'hui, nous avons vu quand même par le passé beaucoup d'actes qui font dire que l'indépendance de la justice quand même n'est pas toujours garantie dans ce pays. Il y a eu des cas, au-delà même des affaires politiques, il y a des affaires quand même qui concernaient d'autres personnalités, des pouvoirs qui ont quand même une influence dans la société. On a vu quand même les faveurs qu'ils ont pu avoir. On ne va pas citer de nom ici, mais je pense que tout le monde a suivi l'actualité ces 3 dernières années et on s'est rendu compte que beaucoup de gens, beaucoup de personnes aussi croupissent en justice, attendent d'être jugés et on les oublie souvent. Et quand ils sortent, il n'y a pas de compensation adéquate. Parce que souvent, c'est des citoyens qui n'ont pas les moyens, c'est des citoyens qui n'ont pas de personnes pour les soutenir. Et souvent, bon, ils sont oubliés. Alors que pour d'autres, souvent, on a des libertés provisoires qui deviennent définitives. Et des fois, on a l'impression que dans le subconscient du citoyen, c'est accepté. Mais au fond, les gens aussi se demandent pourquoi. Il n'y a pas de réponse à tout cela. Donc je pense que je me dis, au-delà même de quelques dossiers politiques, il y a d'autres dossiers qui nous renseignent quand même sur le malaise qu'il y a. Les enjeux pour le prochain quinquennat et le dernier, c'est de renouer avec la priorisation de la gouvernance. Et je pense qu'on a déjà abordé la question des institutions. Tout le monde parle d'institutions, mais je pense que c'est crucial. On ne le dira jamais assez. Ça veut dire que la première façon d'édifier une démocratie solide, apaisée, c'est de s'attaquer aux institutions. Et la justice étant au cœur. Une fois qu'on établit ces règles, je pense que le reste sera beaucoup plus facile. C'est jamais facile de gouverner au Sénégal, c'est vrai, chacun a son opinion, chacun estime être le meilleur. Je pense que c'est une société très, très dynamique, très, très intéressante, assez politique. Mais je pense que lorsque les uns et les autres voient que l'État, le gouvernement va dans un sens qui est dans l'intérêt du public, les gens adhèrent. Maintenant, il n'y aura pas toujours un consensus, heureusement, sinon ce ne serait pas la démocratie, surtout. Mais au moins, je pense que si on a une majorité qui adhère à une vision, c'est déjà bien. Maintenant, on a la question de la gouvernance dans sa généralité politique. Ça veut dire comment on gère les structures de l'État, comment les entités publiques sont gérées. Un autre enjeu, c'est la légalité. Il en a parlé, ce quinquennat sera le quinquennat de l'égalité de genre. Mais il faut poser ça, mais il faut traduire ça en actes. C'est quoi? Lorsqu'on dit que nous allons faire de l'égalité de genre une des priorités, c'est de commencer là où on a plus de possibilités. Qui peut le plus, peut le moins. Au Parlement, nous avons la parité quasiment, mais dans les nominations, on a la prérogative, c'est le président qui a la prérogative de nommer. Même si on travaille avec ses alliés, on peut leur dire, si vous devez nommer, si vous devez nous proposer 2 ministres, faites en sorte que l'un soit une femme. Et le président peut déjà, en matière de bon signal, dire que désormais, le Premier ministre du Sénégal sera une femme si le président est un homme. Ça dépendra maintenant. Si, donc, comme il est déjà élu, chaque fois qu'on a un président homme, au moins le Premier ministre sera. Et si on a une présidente femme un jour, bon, ça peut varier. Maintenant, les ministères de souveraineté, parce qu'avoir un gouvernement avec des femmes, ce n'est pas suffisant. Mais aussi avoir des ministères de souveraineté, comme l'économie et les finances, la justice, le ministère de la Défense, et aussi dans les structures publiques. Vous voyez, regardez toutes les structures publiques qu'on a au Sénégal. Les PCA, les directeurs généraux,
mais tous, presque, c'est des hommes. Et on n'a jamais eu, presque, à exception peut-être d'un ou deux cas, on n'a jamais eu de structure forte dirigée par des femmes. Dans beaucoup de pays maintenant, même en Afrique, beaucoup de structures sont dirigées par des femmes. Les gouvernements tendent vers la parité. Et je pense que ça peut être une priorité. Ça peut être un enjeu fort, un bon signal pour dire à tout le monde que nous allons vers l'égalité.